Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Comprendre pour agir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons évoquer ce qu'on nomme la question sociale. Et nous allons l'évoquer à travers le référendum d'avril 1969. Référendum qui aurait pu déboucher en France sur une véritable révolution. Une révolution économique, politique, sociale et sociétale. Et qui, au lieu de cela, a débouché sur une véritable trahison. Une trahison par l'ensemble de la classe politique, ou la quasi-totalité de la classe politique française, une trahison à l'endroit des salariés et des classes populaires. Cette question est bien souvent éludée, et bien souvent oubliée par les historiens. Il faut vraiment chercher pour essayer de comprendre, puisque c'est une question malaisante. Elle est éludée par les gaullistes eux-mêmes, parce qu'elle démontre qu'en 1969, on aurait pu définitivement régler en France, et peut-être même à l'étranger par capillarité, on aurait pu définitivement régler ce qu'on nomme la question sociale. De quoi s'agit-il lorsque l'on parle de la question sociale? C'est simplement cette question qui habite les débats politiques depuis fort longtemps, qui est la question de l'attribution au sein des entreprises, à la fois du pouvoir de décision, donc de direction de l'entreprise, et l'attribution également des bénéfices, des résultats, des profits liés à l'activité de l'entreprise elle-même. Or, il semble que depuis un peu plus d'un siècle et demi, c'est-à-dire depuis la révolution industrielle, l'idéologie libérale triomphante a permis aux capitalistes, c'est-à-dire aux détenteurs de capitaux, les actionnaires, de s'accaparer de manière exclusive le pouvoir de direction en entreprise et de s'accaparer de manière exclusive également la distribution des bénéfices. Tant et si bien que ce qu'on nomme les salariés en sont cantonnés à une situation dans laquelle, à travers leur salaire, ils louent leur force de travail, à travers laquelle ils louent leur travail intellectuel ou leur travail physique, leur force physique, tout en étant complètement exclus de participer, tout en étant dans l'impossibilité de participer à l'élaboration, à la réflexion, aux prises de décision quant à l'avenir, aux orientations de l'entreprise elle-même, et tout en étant exclu également de toute participation aux bénéfices, aux résultats de l'entreprise à laquelle ils participent tous les jours et dans l'entreprise à laquelle il participe pour en fabriquer le succès. Cette situation, évidemment, n'est pas une situation récente. Il y a tout un aspect historique que nous allons d'abord évoquer, et un aspect historique qui, vous allez le voir, va croiser la question syndicale. Alors, à quand remonte cette question sociale? Cette question sociale n'avait pas de sens sous l'Ancien Régime. Avant 1789, elle n'avait pas de sens, puisque le tissu économique français, à part quelques grandes manufactures, à partir de Colbert, quelques grandes manufactures voulues par l'État, manufactures stratégiques, voulues par l'État, initiées par l'État, dirigées par l'État, et bien à part cela, l'ensemble du tissu économique français était essentiellement constitué d'artisanat, un artisanat dans lequel le maître et l'apprenti collaboraient ensemble en vue de la réalisation d'une œuvre conçue et évolue de manière concertée. Et le tout étant organisé et chapeauté par les guildes de métiers ou ce qu'on nommait les corporations à l'époque. Mais cette situation a connu un terme brutal à partir de 1789. 1789, la Révolution qui a importé une idéologie d'ADN d'essence non française, l'idéologie libérale, une idéologie qui, au fil des lois à partir de 1789, a fini non pas par unir, comme c'était le cas avant, mais par opposer les intérêts de ceux qui étaient détenteurs de capitaux aux intérêts de ceux qui étaient salariés. Alors on a en 1791, en juin 1791, la loi Isaac Le Chapelier, une loi au terme de laquelle les personnes d'un même métier se sont vues interdits de s'organiser, de se regrouper en vue de défendre leurs intérêts. Cette loi a donc consacré l'interdiction de ce qu'on allait nommer les syndicats,
et a consacré surtout l'isolement complet, l'isolement absolu des ouvriers face à la puissance des actionnaires et des détenteurs de capitaux, les capitalistes. Mais l'ensemble de ces lois d'inspiration libérale votées en France à partir de la Révolution n'a fait sentir ses effets qu'à partir de la Révolution industrielle. Pourquoi? Parce qu'à partir de la Révolution industrielle, on a eu besoin en France de capitaux. On a eu besoin en France de capitaux à la fois pour fabriquer ou acheter la machine-outil et à la fois pour faire construire ou acheter les bâtiments qui allaient abriter ces machines-outils en vue de produire. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu cette grande séparation entre d'une part la classe ouvrière et d'autre part le patronat. C'est à partir de ce moment-là que les différences mises en lettres par les lois à partir de 1789, eh bien ces différences ont commencé à se manifester de manière extrêmement forte. Tant et si bien que la classe ouvrière, en France comme dans d'autres pays d'Europe à ce moment-là, a connu une véritable situation de détresse. Une véritable situation de détresse puisque la classe ouvrière était dans une situation de domination outrancière, une situation de domination totale de la part du patronat. La classe ouvrière se trouvait dans une situation d'extrême pauvreté, voire même d'indigence, n'ayant quasiment aucun droit, étant rémunérée au lance-pierre, comme on dirait aujourd'hui, et n'étant protégée par aucun droit social ni quoi que ce soit. Et cette situation a bien évidemment donné lieu à des réflexions. Elle a donné lieu d'abord à l'œuvre de Zola, que vous connaissez, notamment L'Assommoir, notamment Germinal, dans lequel Émile Zola décrit avec force détail la situation dramatique de la classe ouvrière à l'époque. Mais cette situation a donné lieu, bien évidemment, à d'autres réflexions. Elle a donné lieu à la réflexion de Karl Marx. Marx, puis Engels, qui a poursuivi son œuvre intellectuelle, la réflexion marxiste, puis Engels, puis léniniste, etc., ont donné les expériences politiques socialistes et communistes que l'on sait. Mais il y a une autre forme de réflexion qui a été produite à ce moment-là. Des personnes qui ne souhaitaient pas tout simplement supporter cette indigence de la situation des classes populaires et qui se dressaient contre cela, qui voulaient évidemment se dresser et y mettre un terme et qui ont évoqué des propositions. Et cette proposition s'appelle la participation. Cette proposition s'appelle la participation, ou bien on la nomme aussi l'association entre le capital et le travail. Cette proposition a une paternité, a une triple paternité. Sa première paternité, ce sont les réflexions de Proudhon, puis les réflexions du comte de Chambord avec sa lettre aux ouvriers, mais également ce qu'on nomme la doctrine sociale de l'Église. De quoi s'agit-il dans la doctrine sociale de l'Église? Il s'agit simplement de l'idée selon laquelle un chrétien, ou une personne de toute religion, puisque cette idée est commune à toutes les religions, il s'agit simplement de l'idée selon laquelle on ne peut prétendre vouloir se rapprocher de Dieu ou se mettre en conformité avec Dieu, etc., sans sincèrement se préoccuper de la condition de nos semblables. On ne peut vouloir prétendre se rapprocher de Dieu ou croire en Dieu sans être préoccupé de la condition de nos semblables, quels qu'ils soient, sans en être préoccupé sincèrement. Et donc cette doctrine sociale de l'Église, après les réflexions de Proudhon et du comte de Chambord, s'est également exprimée, notamment à travers une encyclique du pape Léon XIII en 1891, une encyclique qui s'intitule Rerum Novarum, dans laquelle le pape condamne très fermement l'exploitation de la classe ouvrière par le patronat, l'exploitation outrancière de la classe populaire par le patronat, et dans laquelle le pape se dresse contre les conditions détestables dans lesquelles vivent les ouvriers en Europe de manière générale. C'est une encyclique dans laquelle le pape condamne également l'idéologie et la solution proposée par les idéologies socialistes et communistes. Et c'est une encyclique dans laquelle le pape se rallie à la proposition de la participation, à la proposition de l'association
entre le capital et le travail dans les entreprises. Alors de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de participation? Il s'agit simplement de mettre un terme à une situation dans laquelle le pouvoir de décision, de direction, et dans laquelle les résultats sont attribués uniquement aux détenteurs des capitaux. Il s'agit donc de simplement rééquilibrer, j'allais dire de manière paritaire, à la fois le pouvoir de décision et la distribution des profits au sein de l'entreprise. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais de le faire par la loi, c'est-à-dire que la loi l'impose, que la loi l'instaure, que la loi l'organise. Donc c'est une véritable révolution puisqu'il s'agit in fine de rendre sa dignité aux hommes, il s'agit in fine d'unir les différents acteurs des entreprises entre eux, il s'agit in fine de mettre un terme à une société dans laquelle on est jugé qu'à l'aune de ce qu'on possède, il s'agit de mettre un terme à une société dans laquelle on est ce que l'on a. Et en réalité, la réflexion va bien plus loin que la simple idée de distribuer des dividendes aux ouvriers ou quoi que ce soit, mais c'est une véritable réflexion philosophique et sociétale qui permet également de se pencher sur des questions bien plus profondes, à savoir est-ce que la vie doit être consacrée à accumuler des richesses ou est-ce que la vie doit être consacrée à courir l'argent pour in fine mourir le plus riche du cimetière. Donc c'est à ce genre de questions que renvoie la question de la participation, que renvoie la proposition de la participation. Alors, me direz-vous, on a les syndicats. Oui, on a les syndicats, puisque depuis 1884, la loi a consacré à nouveau la liberté syndicale pour mettre un terme aux effets de la loi Le Chapelier. Et qu'est-ce que les syndicats ont obtenu depuis lors? Alors oui, effectivement, on a eu en 1936, avec le Front populaire, la réduction de 48 à 40 heures, même si cette réduction à 40 heures de la semaine de travail était très théorique, puisqu'en fait, on a reglissé rapidement vers les 48 heures dans les années qui ont suivi. On a eu en 1982, sous François Mitterrand, la réduction de la durée hebdomadaire du travail à 39 heures, puis à 35 heures sous Jospin en 2000. Mais en dehors de cela, est-ce que les syndicats ont remis en cause l'appropriation complète du pouvoir de décision et des bénéfices par les détenteurs du capital? Jamais. Qu'est-ce qu'ont fait les syndicats en tout ce temps-là, plusieurs décennies, voire plus d'un siècle, voire un siècle et demi? Qu'ont-ils fait? Ont-ils obtenu autre chose que des augmentations de salaire par-ci par-là? Non. Ont-ils obtenu autre chose que des petites réductions du temps de travail? Non. Ont-ils remis en cause l'ensemble du système? Non. Donc il apparaît clairement que les syndicats aujourd'hui ne sont rien d'autre que le bras armé, l'outil du consentement d'un système libéral. Les syndicats sont aujourd'hui une voie de garage, un étouffoir des revendications et de la colère populaire, au service même de l'idéologie libérale, puisque les syndicats entretiennent de manière totalement illusoire l'espoir d'un changement de la condition des plus démunis, alors même qu'ils ne remettent pas en question le système lui-même. Les syndicats d'ailleurs, en vertu du fameux principe qui paye commande, aujourd'hui, dans le budget d'un syndicat, même pas 5% du budget d'un syndicat est constitué par les recettes des cotisants. Le reste est constitué de subventions de l'Union européenne, laquelle, comme vous le savez, fait la promotion acharnée de l'idéologie libérale, donc de l'idéologie capitaliste, et le reste des cotisations provient des entreprises elles-mêmes en France. Donc, en vertu du principe qui commande paye, les syndicats aujourd'hui ne servent absolument à rien. Ils sont au contraire les ennemis objectifs de la classe populaire ou des salariés. Alors me direz-vous, que vient faire De Gaulle dans tout cela? Et que vient faire dans tout cela le référendum d'avril 1969? Eh bien d'abord De Gaulle. Il faut bien comprendre que De Gaulle était éminemment croyant, De Gaulle était éminemment chrétien, c'est-à-dire habité par le souci des plus modestes, par le souci des plus humbles,
par le souci de ses contemporains. D'une part, à la fois, il était habité par ce souci, par son parcours intellectuel, par ses lectures, par ses croyances. Et puis, De Gaulle était un homme éminemment libre. Éminemment libre, c'est-à-dire capable de réfléchir hors les cases, capable de réfléchir hors les bornes, hors les limites, hors les prérequis. Donc De Gaulle était capable, il n'était tenu par aucune idéologie. Il n'était tenu par aucune obligation idéologique, quelle qu'elle soit. Donc il était tout à fait capable d'émettre des propositions révolutionnaires étant alimentées essentiellement par le souci du bien commun. Essentiellement par le souci du bien commun. Et il faut savoir également que De Gaulle nourrissait une sorte de dédain, voire de mépris pour l'argent, mais surtout pour les comportements qu'engendre l'argent. Cette sorte de quant à soi, cette sorte d'arrogance ou d'assurance illégitime que procure l'argent à certains, eh bien De Gaulle avait un profond dédain, un profond mépris pour ces comportements-là et pour ce qu'on nommait, et ce qu'on nomme encore aujourd'hui, l'esprit bourgeois. Alors, De Gaulle a toujours combattu les idéologies et c'est ce qui le rendait capable. C'est ce qui le rendait capable d'émettre des propositions pour la France qui pourraient être révolutionnaires. Je vais vous lire quelques citations de Gaulle qui montrent que le souci, le projet de la participation, donc de l'association Capital-Travail, était dans les cartons depuis fort longtemps. Pour ça, je vais chausser mes lunettes. Et donc à Alger, le 3 novembre 1943, De Gaulle disait « La France veut que cesse un régime économique dans lequel les grandes sources de la richesse nationale échappaient à la nation et où la conduite des entreprises excluait la participation des organisations de travailleurs et de techniciens dont cependant elles dépendaient. » Lors d'une assemblée du CNR, Conseil national de la résistance, De Gaulle dit, alors ça c'est quelque chose d'extrêmement important, De Gaulle dit « Nous ne considérons pas que le salariat, c'est-à-dire l'emploi d'un homme par un autre, doivent être la base définitive de l'économie française. » Alors ça c'est très très important, parce que ça signifie bien que De Gaulle considère que le salariat n'est pas satisfaisant. C'est-à-dire que le fait de louer sa force de travail, qu'elle soit intellectuelle ou physique, n'est pas suffisant pour faire société. Pour faire société au sens économique, politique et philosophique du terme, bien évidemment. En 1947, le général de Gaulle ajoute « La solution humaine française pratique est dans l'association digne et féconde de ceux qui apportent leur travail et de ceux qui apportent leurs capitaux. » Et il poursuit « Ni le système capitaliste, ni le système communiste ne sont satisfaisants du point de vue de l'homme. Et voilà, la lutte des classes, elle est partout, aux ateliers, aux champs, aux bureaux, dans la rue, au fond des yeux et des âmes. Car c'est bien la question sociale, toujours posée, jamais résolue, qui est à l'origine des grandes secousses subies. » Alors je vous propose maintenant d'écouter rapidement, ça dure à peu près 4 minutes, une interview du général de Gaulle donnée dans les bureaux de l'Élysée, quelques semaines avant le référendum de 1969, d'avril 69, une interview de 4 minutes par un journaliste qui s'appelle Michel Droit, que l'on pourrait aujourd'hui qualifier d'obséquieux et qui en réalité était simplement respectueux du général de Gaulle qui l'interviewait. Je vous laisse écouter cette interview et je vous retrouve tout de suite après. Pour la mutation dont vous me parlez, il y a naturellement des réponses diverses et opposées. Moi, j'en vois 3. J'en vois 3 essentielles. D'abord, il y a le communisme qui dit « Créons d'office le plus possible de biens matériels et répartissons-les d'office de telle sorte que personne n'en dispose à moins qu'on ne l'y autorise. » Comment? Par la contrainte. La contrainte morale et matérielle constante. Autrement dit, par une dictature qui est implacable et perpétuelle, même si, à l'intérieur d'elle-même, des clans différents s'en saisissent tour à tour en se vouant aux gémonies.
Même si, depuis que ce système est en vigueur, en certains endroits, ces chefs, à mesure qu'ils se succèdent, se condamnent les uns les autres, comme s'il était prouvé d'avance que chacun devrait échouer, à moins qu'il ne trahisse. Non, du point de vue de l'homme, la solution communiste est mauvaise. Le capitalisme dit, grâce au profit qui suscite l'initiative, fabriquons de plus en plus de richesses qui, en se répartissant par le libre marché, élèvent, en somme, le niveau du corps social tout entier. Seulement, voilà, la propriété, la direction, le bénéfice des entreprises dans le système capitaliste n'appartient qu'au capital. Et alors ceux qui ne le possèdent pas se trouvent dans une sorte d'état d'aliénation à l'intérieur même de l'activité à laquelle ils contribuent. Non, le capitalisme du point de vue de l'homme n'offre pas de solution satisfaisante. Il y a une troisième solution, c'est la participation qui, elle, change la condition de l'homme au milieu de la civilisation moderne. Dès lors que des gens se mettent ensemble pour une œuvre économique commune, par exemple pour faire marcher une industrie, en apportant soit les capitaux nécessaires, soit la capacité de direction, de gestion et de technique, soit le travail, il s'agit que tous forment ensemble une société où tous est intérêt à son rendement et à son bon fonctionnement, est un intérêt direct. Ça implique que soit attribué de par la loi à chacun une part de ce que l'affaire gagne et de ce qu'elle investit en elle-même grâce à ses gains. Cela implique aussi que tous soient informés d'une manière suffisante de la marche de l'entreprise et puissent, par des représentants qu'ils auront tous nommés librement, participer à la société et à ses conseils pour y faire valoir leurs intérêts, leurs points de vue et leurs propositions. C'est la voie que j'ai toujours crue bonne. Vous voyez donc, le général de Gaulle n'en fait aucun mystère. La participation, quelques semaines avant ce référendum, est évoquée de manière extrêmement claire. Alors me direz-vous, pourquoi a-t-il attendu 1969 ? D'abord, en 1958, le général de Gaulle a hérité d'une France dans une situation extrêmement faible. La France était affaiblie au plan intérieur et au plan extérieur. La France, économiquement, était aux abois. Elle avait dû contracter l'emprunt Pinet quelques années auparavant. On avait fait revenir au pouvoir le vieux monsieur Pinet parce qu'il suscitait la confiance chez les Français et il les a incités à trouer leur bas de laine pour prêter à l'État français. La France était également dans une situation difficile avec la question algérienne, mais la France était affaiblie par les atermoiements du pouvoir, par une 4e République dans laquelle les présidents de conseil ne duraient que quelques jours ou quelques semaines, et la France était loin du compte en termes de puissance et d'image dans le monde. Donc le général de Gaulle voulait d'abord, pour entamer une telle révolution, c'est une révolution, la participation, il voulait d'abord que la France soit forte, parce que bien évidemment une telle révolution allait susciter des levées de boucliers au niveau international. Les pays dominés par l'idéologie libérale auraient tout fait pour que cette révolution échoue en France
car ces pays auraient eu bien raison de craindre une contagion. Donc le général de Gaulle voulait d'abord pour cela que la France soit assise sur ses bases, qu'elle soit bien imprégnée sur ses bases, qu'elle soit bien assise sur ses bases, à la fois inattaquable diplomatiquement et inattaquable économiquement, inattaquable politiquement. Il a attendu jusqu'en 69. Pourquoi? Parce qu'en mai 68, le général de Gaulle a été affaibli. Il a été affaibli par les événements de mai 68, cette pseudo-révolution d'obédience américaine, évidemment, sous couvert trotskiste, une révolution qui a affaibli le général, dans laquelle il a un moment, semble-t-il, douté de lui-même, et c'est un moment interrogé lors du voyage à Baden-Baden, savoir s'il allait rester au pouvoir ou non. Mais en tout état de cause, le général, qui était particulièrement légitimiste, ne pouvait envisager d'entamer une telle réforme, une telle révolution en France, sans d'abord interroger les Français, sans d'abord leur demander si oui ou non la confiance était renouvelée, si oui ou non les Français souhaitaient qu'ils se maintiennent au pouvoir. Et c'est pour ça que le général de Gaulle, à ce moment-là, a initié ce référendum qui portait en réalité sur deux questions presque accessoires, qui n'avaient rien à voir en apparence avec la question de la participation, puisque le référendum d'avril 69 portait sur deux questions, l'une ayant trait à la réforme du Sénat, qui devait devenir une chambre consultative, et la seconde question sur la régionalisation. Mais en réalité, tout cela n'était qu'un prétexte. La véritable intention du général de Gaulle était de se voir confirmé à la tête de la France pour, à ce moment-là, sur des bases solides et certaines, entamer cette réforme qui était, cette révolution, qui était le pinacle, le sommet de son ambition pour la France et le sommet de sa carrière, puisqu'il arrivait déjà à un âge très avancé. Qui plus est, quelques années auparavant, en 1966 ou 67, le MIT, donc l'Institut de technologie du Massachusetts aux États-Unis, avait produit une étude, une prospective, au terme de laquelle il apparaissait que la France, si elle continuait sur la lancée qui était la sienne, allait quelques années plus tard, voire quelques décennies plus tard, rivaliser avec les États-Unis au titre de la première puissance mondiale, ce qui était une véritable révolution. Donc la France avait tous les atouts de son côté, et c'est ce moment-là que le général de Gaulle allait choisir pour mettre en pratique, pour mettre en œuvre sa proposition de la participation. Alors, je vais vous lire encore rapidement quelques citations du général, quelques temps avant le référendum. Déjà, dans ses vœux en 1969, il en parle déjà, il n'en fait aucun mystère. Et le 11 mars 1969, voici ce que dit le général. Il dit « Voilà quelle doit être la grande réforme de ce siècle. Ce qui est en cause, c'est la condition de l'homme. » Il poursuit « Tandis que tout doit être fait pour que la France marche en avant dans l'ordre et la prospérité, ce qui s'impose au total, c'est la participation. » Donc, un mois avant le référendum, il n'en fait aucun mystère. Et 2 jours avant le référendum, le général de Gaulle précise, il dit « Votre réponse va engager le destin de la France parce que la réforme fait partie intégrante de la participation qu'exige désormais l'équilibre de la société moderne. » Donc voilà, les dés sont jetés. En réalité, ce référendum n'est qu'un prétexte et l'objectif du général de Gaulle est d'être renforcé dans son pouvoir pour mener cette révolution qui nécessite d'être stable sur ses bases parce que sinon la France pourrait être attaquée de toutes parts des pays étrangers n'ayant aucun intérêt à une contagion. Comme vous le savez, le référendum d'avril 1969 a donné lieu à une réponse de 52,4% de non. Le général de Gaulle, qui s'était engagé à quitter le pouvoir s'il était désavoué, a quitté le pouvoir le soir même vers minuit pour rentrer chez lui à la Boisserie et y décéder à peu près 1 an et demi plus tard, en novembre 1970. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Pourquoi Seul résultat, alors que le général de Gaulle avait
avait été confirmé à la tête de la France à l'issue de la dissolution de mai 68. Pourquoi? Il y a eu à ce moment-là une formidable levée de bouclier. Une levée de bouclier, d'une part, au sein de l'exécutif lui-même, puisque le Premier ministre Pompidou était particulièrement réticent, tiède, voire froid sur cette question de la participation. C'est quelque chose qu'il ne voulait pas, et il y avait eu plusieurs prises de bec, entre guillemets, entre De Gaulle et lui-même sur ce sujet. Mais également l'ensemble de la classe politique. Et là où c'est le plus étonnant, c'est la gauche. C'est la gauche, et c'est de là que vient la trahison. La gauche qui pourtant est réputée vouloir défendre la classe ouvrière, la gauche qui pourtant est réputée être dans le souci des plus humbles, eh bien non, pas du tout. La gauche tout entière s'est élevée contre ce projet de réforme du général de Gaulle. La gauche, avec Mitterrand qui a traité qui a qualifié ce projet de réforme de Dupri, la CGT qui a employé le mot de gadget, et toute la gauche dans son ensemble, qu'il s'agit des syndicats, du Parti socialiste ou du Parti communiste, ont appelé à voter contre cette réforme. Alors pourquoi? Pourquoi? Mais c'est très simple. C'est très simple parce qu'une telle réforme aurait mis de facto un terme définitif à la question sociale, aurait mis de facto un terme au fonds de commerce de la gauche. La gauche ne vivait que, aujourd'hui c'est différent, elle vit sur des questions d'ordre sociétal, la gauche ne vivait à l'époque que sur la question des plus démunis, que sur la question des plus faibles, sur la question des laissés pour compte. En réglant définitivement cette question, le général de Gaulle vidait de sa substance tout le fonds de commerce de la gauche et des syndicats. Les syndicats n'avaient plus de raison d'exister puisque les salariés étaient directement partie prenante à l'issue de cette réforme dans la direction des entreprises, puisque les salariés étaient directement partie prenante dans la distribution des résultats. Donc il vidait de son contenu, de sa substance, la raison d'être même des partis politiques de gauche, la raison d'être même des syndicats. Donc, dans un esprit de trahison le plus parfait, la gauche a appelé à voter contre une réforme qui était au service de ceux qu'elle prétendait défendre. Alors bien évidemment, on a eu une levée de bouclier également du côté de la droite atlantiste, les Giscard d'Estaing, les Le Canuet. On a eu également Jean-Jacques Servan-Schreiber avec son magazine, son hebdomadaire Le Point, qui était un brûlot atlantiste à l'époque déjà, et qui s'était élevé contre cette réforme. On a eu Alain Poher, le président du Sénat, qui ne voulait pas que sa chambre devienne une chambre purement consultative. On a eu toute la droite des petits patrons, des actionnaires qui évidemment craignaient pour leur petite entreprise, la droite du patronat, le CNPF, etc., qui voulaient conserver ses acquis et qui ne voulaient pas qu'une telle révolution sociale et sociétale se produise. Et donc arriva ce qui devait arriver, effectivement, cette révolution programmée par l'exécutif, une révolution programmée par l'exécutif, par la tête de l'exécutif lui-même, par le général de Gaulle en personne, eh bien, ma foi, cette révolution a été avortée. Et c'est à l'occasion de ce constat que le général de Gaulle a eu cette phrase magnifique. Il a eu cette phrase dans laquelle il dit « Les possédants sont possédés par leur possession ». Les possédants sont possédés par leur possession. Alors c'est une phrase qui peut sembler un peu amère, mais qui traduit beaucoup de choses, qui traduit effectivement la domination de la matière sur l'homme, la domination de la matière sur un bon nombre d'entre nous d'ailleurs, et puis surtout la courte vue de ceux qui s'accrochent à leurs biens au détriment d'une réflexion commune, d'une réflexion générale. C'est une question qui, évidemment, a des répercussions monumentales, puisque si la réforme avait été adoptée, jamais la France n'aurait pris l'orientation qui est la sienne aujourd'hui, c'est-à-dire d'une économie essentiellement financiarisée, avec des licenciements boursiers, avec des délocalisations, avec une paupérisation sans cesse croissante de la classe ouvrière, etc., puisque les salariés auraient été directement partie prenante à toutes les décisions
des entreprises. Donc le devenir de notre pays aurait été totalement différent. Le devenir économique, social et sociétal de notre pays aurait été vraiment différent. Ce qui me fait dire que la véritable révolution en France, c'était pas au XXe siècle, ce n'était pas mai 68, ce n'était pas ça du tout. La véritable tentative de révolution en France au XXe siècle, c'était bien avril 1969, et c'est une tentative de révolution par l'exécutif qui a été avortée par le suffrage universel sous l'influence des partis politiques et des médias à l'époque. Alors, avant de conclure, j'aimerais simplement dire que la participation n'est pas une option, n'est pas simplement une idée, une possibilité, elle est une nécessité. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où l'accaparement atteint des sommets caricaturaux, l'accaparement des richesses, l'accaparement des biens, l'accaparement des ressources naturelles, l'accaparement de la distribution, etc., atteint des sommets caricaturaux. Et dans ce cadre-là, la participation apparaît non seulement comme une solution, mais comme la solution, comme une colonne vertébrale pour réorganiser le monde dans lequel nous sommes et proposer une alternative politique sérieuse au monde dans lequel nous sommes arrivés au bout de ce chemin ultralibéral que nous cheminons, que nous avons emprunté il y a un peu plus de 150 ans. Bien évidemment, la participation n'est pas une option et si la Providence le permet, nous la mettrons en œuvre, nous ferons en sorte qu'elle puisse prospérer, qu'elle puisse produire tous ses effets en France. Avant de vous quitter, je voulais vous indiquer que d'autres vidéos seront faites sur la participation, dans lesquelles nous essayerons de décliner toutes ses conséquences, à la fois sur un plan économique et social. Mais je souhaitais également vous indiquer une excellente lecture, le livre de l'excellent Laurent Lannes, qui s'intitule « De Gaulle, une ambition sociale foudroyée », un livre qui fait le focus sur ce référendum d'avril 69 et dans lequel vous apprendrez tous les détails de ce que nous avons commencé à évoquer aujourd'hui. Voilà, merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt. Au revoir.